Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, quel a été votre rôle concrètement dans ce comité scientifique franco-malgache? Mon rôle était celui d'une historienne, d'une scientifique. Et donc, j'ai participé en tant que telle au comité français dans le cadre de la commission mixte franco-malgache. Mhm. Et j'ai pu travailler notamment avec des collègues de longue date, historiens, anthropologues malgaches, qui faisaient partie du comité donc malgache. Qui sont les Sakalaves et où se trouve leur communauté à Madagascar? Alors, les Sakalaves forment un groupe socioculturel très important, qui forme peut-être plus de 2 millions de personnes tout de même. Mhm. Donc, il ne s'agit pas d'une petite communauté, hein, c'est un groupe très important qui, sur un territoire qui s'étend sur une très large partie de la côte ouest de Madagascar, donc vraiment du sud-ouest jusqu'à Nosy Be dans le nord, en rappelant ici que Madagascar est plus grand que la France. Oui. Donc, on parle vraiment de gros territoires. S'ils ne forment pas le groupe socioculturel majoritaire à Madagascar, ils ont toutefois tenu un rôle historique notamment très important à la Grande Île et notamment ils sont héritiers de systèmes politiques complexes et notamment des royautés qui avaient émergé tout le long de cette côte ouest de Madagascar depuis le XVIe siècle et qui avaient développé des cultures, des rites et des religions originales. Alors, 3 crânes restitués par la France, et pour les Sakalaves, il n'y a pas de doute, c'est le crâne, parmi eux, il y a le crâne de leur roi, Toher. Pourquoi ce crâne est-il si essentiel dans la mémoire et les rituels? Alors, déjà, le roi Toher est le dernier roi Sakalave indépendant du Ménabé, cette région de l'est de Madagascar. Et en l'absence de son crâne, sa relique était manquante. Ouais. Or, le culte des ancêtres royaux se base sur les reliques. Et donc, si vous voulez, les descendants et le peuple Sakalave en général du Ménabé se trouvaient dépossédés. Il y a un chaînon manquant, peut-être? Exactement, de la dernière relique royale Sakalave et donc aussi de la bénédiction de tous les ancêtres royaux. Donc, l'enjeu en termes socioculturels et religieux est important et aussi en termes de politique régionale. Que sait-on du contexte, de la manière dont ces dignitaires ont été tués? Alors, pour ce qui est des 2 restes ancestraux de 10 crânes de guerriers Sakalaves, que mes recherches historiques donc, ont pu reconstituer le contexte de la prise, du pillage, de ce qui était des têtes trophées. Donc, il s'agissait de 2 guerriers tués sur champ de bataille en mars 1898, donc quelques mois après le massacre d'Ambik. Le massacre d'Ambik, du nom de la capitale royale de Touer, a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 août 1897, il y a 128 ans exactement. Et au cours de ce massacre colonial, un massacre pourquoi? Parce que c'est un contexte colonial, il faut le rappeler aussi. Alors, c'est un contexte de conquête armée coloniale, d'accord. Et il s'agit d'un massacre puisque le roi, ses guerriers et la ville en général étaient désarmés. Ils avaient fait leur reddition. Et pourtant, Ambik a été attaqué, la population massacrée, et dans les morts se trouvait le roi. Sa tête disparaît, et donc les descendants sont privés de la relique, de la dernière relique, et un gros point d'interrogation. On ne savait pas où il était. Mais la tête, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué un trophée, la tête disparaît. Alors, un trophée pour les 2 guerriers, certainement, puisque j'ai pu reconstituer toute leur trajectoire. Ils avaient été vraiment pris comme des têtes trophées. Et puis, en fait, ils ont été rassemblés par un même collecteur. Il s'agissait de Guillaume Grandidier, qui était le fils d'un grand explorateur
français à Madagascar, et lui-même était devenu explorateur naturaliste, et il avait généré d'immenses collections, alors zoologiques, botaniques, mais aussi anthropologiques, et dans ces collections des restes humains. Oui. Mais ce contexte était quand même un contexte de conquête armée coloniale, et littéralement il suivait des colonnes militaires, et si on peut dire, il récoltait, c'était de l'opportunisme, hein, Oui. dans ce contexte-là. De côté avant cette restitution, où étaient effectivement ces crânes? Avant la restitution? Avant cette restitution, ils étaient où en France? Ils étaient dans les réserves du Musée de l'Homme de Paris, et donc appartiennent aux collections publiques du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, que peut-on dire aussi de cette restitution dans la mesure où c'est aussi une affaire diplomatique et une affaire politique? Est-ce qu'on peut parler, avec cette séquence, d'une vraie reconnaissance par la France des violences coloniales? Ce qui est certain, c'est que cette restitution a été rendue possible par la reconnaissance que ces restes humains ont été collectés dans un contexte de violence coloniale, qu'on a pu les rattacher au minimum à des identités de groupe, Sakalav, et que leur présence au sein des collections publiques françaises portait atteinte à la dignité humaine pour les descendants. Donc, pour considérer tous ces facteurs-là, la demande de restitution paraissait recevable. Vous qui connaissez bien Madagascar, comment globalement la population réagit à cette restitution? Elle aura lieu demain, hein, si j'ai compris. Tout à fait. Globalement positivement. Évidemment, derrière, c'est aussi une histoire de violence coloniale. Ambique et la figure du roi Touer en représentent des symboles. Et donc, certains aiment à parler de forme de réparation. Vous parlez de symbole. Le risque de ces restitutions, c'est qu'elles restent un symbole. Est-ce qu'il y a... Comment faire en sorte pour qu'elles deviennent un signal, un précédent qui ouvre la voie à d'autres restitutions pour Madagascar ou pour d'autres pays? Alors, pour ce faire, je pense qu'il paraît important que la restitution s'accompagne aussi d'une véritable recherche scientifique collaborative, et avec, bien évidemment, les collègues issus des pays africains concernés, et aussi le penser à partir du continent et de ses îles, puisque l'enjeu pour moi, c'est aussi la circulation des savoirs, des connaissances sur le patrimoine africain dispersé, qui est actuellement conservé en France, mais aussi plus globalement en Europe. En effet, comment voulez-vous que des pays africains soumettent des demandes de restitution s'ils n'ont même pas connaissance de l'état des lieux de ces collections, de l'étendue de ces collections? Donc la première chose, ça serait, en mon sens, de pouvoir ouvrir un véritable chantier national de recherche sur les collections coloniales, de restes humains notamment, mais aussi d'objets culturels, et que l'on puisse prendre les choses en amont, et pour avoir une politique de transparence, et que pour les pays qui le souhaitent, au moins prendre connaissance de l'étendue de ces collections. Merci Clara Boyer-Urossol, historienne spécialiste de Madagascar. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde.